Alors donc je suis Jean-Luc Mezzana et j'ai été atteint d'un cancer de la langue il y a maintenant 20 ans. Depuis, j'ai été soigné par l'intermédiaire de la radiothérapie et la chimiothérapie. Cette radiothérapie a fait que je n'ai plus eu la possibilité d'avaler quoi que ce soit. J'ai repris donc une alimentation normale au bout de quelques mois, on va dire, jusqu'à il y a environ 4-5 ans où les choses se sont dégradées, qui ont fait que je n'ai plus pu progressivement manger normalement et finalement terminer par avaler des liquides. Je m'appelle Anissa Gieselings et je suis orthophoniste spécialisée en déglutition depuis un peu plus de 10 ans. Et j'ai accompagné M. Mezzana sur les dernières années de mon exercice libéral. Du coup, Jocelyne et Jean-Luc, nous on s'est rencontrés il y a quelques années, en 2024, quand vos troubles de la déglutition se sont aggravés et vous avez été hospitalisé pour pneumopathie, donc infection respiratoire. Initialement, quand vous avez eu le diagnostic et le traitement donc, par rayon, vous avez eu des difficultés de déglutition. Est-ce que vous pourriez revenir sur les difficultés que vous avez rencontrées à ce moment-là? Oui, elles étaient très importantes puisque je ne pouvais plus rien avaler. À la suite de l'intervention d'une personne, j'ai enfin pu manger de la soupe, quelque chose de liquide, mais ça s'arrêtait là. Cette personne, c'était une coupeuse de feu, c'est ça? C'est une coupeuse de feu, oui. Et ensuite, progressivement, j'ai pu commencer à manger normalement, comme tout un chacun. Si ce n'est que la gorge me brûlait si je prenais des liquides plutôt alcoolisés. À partir de ce moment-là, donc, tout se passait correctement, de mon souvenir. Oui, ça se passait normalement. Et du coup, comment ça se passait la suite? Ça c'est jusqu'à ce qu'on se rencontre. Il y a eu un moment où ça a basculé, où ça s'est dégradé, ça a été progressif? Oui. En fait, on n'a jamais eu vraiment de réponse aussi quand on parlait au médecin traitant. Il n'y avait pas un engagement à nous envoyer vers un professionnel ou quelqu'un. Le suivi des 5 ans était terminé avec celui qui s'occupe de la gorge, l'ORL et le chirurgien. Tout ça, c'était terminé. Il était guéri de son cancer. À ce moment-là, est-ce qu'il y a eu une prescription vers de l'orthophonie? Non. Vers de la kiné? Non plus. Idéalement, un suivi sur le plan fonctionnel serait évidemment le bienvenu pour pouvoir, adapter, accompagner sur la période aiguë, donc en début de prise en charge, notamment radiothérapeutique, mais aussi sur le suivi au long cours pour pouvoir déjà en première intention surveiller l'évolution des difficultés et pouvoir vous accompagner dans la mise en place de petites stratégies, plus ou moins faire de la rééducation, ce qui a été en l'occurrence, qui est venu bien plus tard. Et oui, trop tard. Donc vous avez eu cette période d'accalmie pendant de nombreuses années où la situation était presque normale avec des adaptations que vous aviez mis en place spontanément sur des petites choses. Et puis, avant qu'on se rencontre, vous avez eu une période de dégradation. Comment ça s'est passé? Oui. Moi, la première fois que je m'en est aperçu, c'est quand je n'avais pas pu avaler un morceau de viande, en fait, de cuisson normale, que j'aurais pu normalement manger facilement. Et là, c'est resté bloqué. J'ai eu beaucoup de mal à régurgiter, à tel point que ça inquiétait ma femme à ce moment-là. Puis, c'est arrivé encore une autre fois, à une autre occasion, où j'étais obligé d'aller cracher loin du restaurant, puis c'était
à l'occasion d'un repas au restaurant. C'était les blocages pendant les repas. Pendant certains repas, on ne sait pas pourquoi, certaines choses bloquaient dans la gorge. Et donc là, on sentait bien que la gorge, elle avait un problème de déglutition, c'était clair. Pour ne citer que les frites, par exemple. Ça a été éliminé d'office. À partir du moment où je ne pouvais plus les manger, parce que c'était trop sec. Il me fallait des aliments avec jus. Et en fait, comme on n'était pas guidé vers un professionnel, Oui. on s'est adapté tout seul. On a dit, bah tiens, au restaurant, il nous est arrivé de changer nos plats parce qu'on avait choisi un truc qu'on voulait manger. Et quand son plat arrivait, s'il n'y avait pas de sauce, il disait, tu ne pourras jamais le manger. Hein. Allez hop, on changeait l'assiette parce que dans le mien, il y avait de la sauce. C'est arrivé plusieurs fois. Après, tu es passé à une alimentation où on a simplement fait attention qu'il y ait toujours des choses avec du jus et avec des sauces. C'était la phase des 2 dernières années où justement le fait qu'on mette du liquide, alors on privilégiait les potages le soir. Je mettais souvent des protéines de moi-même dedans parce que j'ai toujours pas de professionnel à nos côtés à ce moment-là. Et donc, moi j'avais l'impression qu'il mangeait suffisamment, mais progressivement, ces toux qui sont apparus, qui étaient des fausses routes, il n'avait pas suffisamment de force pour expectorer tout ça, et c'est ce qui l'a affaibli finalement progressivement. Vous toussiez régulièrement? Oui, à la fin. Oui. Avant ces 2 dernières années. Oui. Et vous aviez interprété cette toux d'une façon particulière, spécifique? En fait, je m'y étais habituée, tout bêtement. Je me disais, tiens, il tousse parce qu'il a du mal à avaler, donc c'est normal de tousser. Jamais je m'étais dit, tiens, il a une infection, il commence à avoir une infection pulmonaire. J'étais à 1000 lieues de penser à ça. Mais par contre, je voyais qu'il s'affaiblissait et qu'il avait moins de force. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, là, j'ai perdu 3 kilos. Ce que vous racontez, c'est qu'effectivement, il y a des signes de dégradation qui sont liés à la dysphagie. Et oui. Donc, la toux, qui est un des premiers signes de fausse route, hein, c'est le corps qui se dégage, qui se défend. Donc, c'est normal de faire une fausse route, on en fait tous, et on se remet tous, plus ou moins bien. Mais quand c'est trop fréquent et finalement sur une personne affaiblie, ça peut engendrer des complications respiratoires, effectivement. Donc, il faut y être attentif. Et donc, c'est la fréquence et puis la complication qui vient derrière. Et puis après, il y a effectivement ce manque d'apport nutritionnel. Si vous mangez moins, vous perdez du poids, vous affaiblissez, vous tombez dans de la dénutrition. Et du coup, ça, après, c'est aussi une spirale qui est difficile de remonter. Donc là, finalement, vous aviez déjà quand même des petits signes que la dysphagie refaisait surface dans le parcours. Mais on n'arrivait pas à mettre un mot dessus, parce que pour nous... Parce que vous n'étiez pas accompagné. Ouais. Non. Du coup, durant cette période-là de dégradation, finalement, il y avait déjà des signes d'une dysphagie, mais que vous n'aviez pas repéré comme tel. Donc, il y avait l'atout qui était signe de fausse route régulière. Finalement, une baisse des apports nutritionnels qui ont induit une dénutrition, un affaiblissement dont vous parliez. Et tout ça qui a mené à un épisode de pneumopathie, donc d'infection respiratoire. Comment vous avez vécu cette période et qu'est-ce qui s'est passé lors de cette infection? Il était tellement faible, il était tellement affaibli par le manque de nourriture, parce qu'il prenait moins de nourriture. Le fait de tousser, ça le fatiguait énormément. Et il restait souvent assis, et c'est là que ça a commencé à m'inquiéter. Et c'est quand j'ai vu qu'il y avait de la température que j'ai dit, là, et maintenant, c'est les urgences. Donc je l'ai emmené aux urgences, et c'est là où il a été hospitalisé directement, parce qu'évidemment, moi, je n'avais pas non plus la notion de prendre l'oxygénation. Alors, ils ont vu qu'il était, je ne sais plus à combien, à 70, un truc comme ça. Donc, ils l'ont mis sous oxygène immédiatement. Et pendant toute la durée de son hospitalisation, d'ailleurs, il a été sous oxygène pour récupérer les poumons. Le problème dans la première partie d'hospitalisation, c'est que je n'ai pas pu... j'ai expliqué à plusieurs reprises qu'il ne mangeait pas parce que les plateaux n'étaient pas vidés. Il ne pouvait pas manger.
il avait faim, mais il ne pouvait pas manger ce qu'on lui proposait parce que c'était trop dur, trop sec, il n'y avait pas de sauce. Alors, comme nous, on était passé à la maison déjà à l'alimentation avec beaucoup de jus et beaucoup de sauce, là, on se retrouve... Alors, je l'ai dit une fois, je l'ai dit 2 fois, mais comme le personnel change à chaque fois, ça n'a pas été entendu jusqu'au jour où j'ai vraiment voulu voir le médecin et avec lequel on a pu échanger. Et donc, il a été changé de service à ce moment-là. Et donc là, nous, on se rencontre lors de ce changement de service et on se rencontre pour un bilan de déglutition. Je sollicite, dans votre contexte médical, je sollicite une ORL qui vous fera un examen, une nasofibroscopie, et qui effectivement appuiera les observations cliniques en disant que vous avez effectivement bien une dysphagie importante et s'en suivent des modifications et des adaptations, notamment alimentaires. Ben oui, parce que en fait, à ce moment-là, à la clinique, ils ont commencé à lui proposer tous les repas mixés. Et à ce moment-là, il a pu à nouveau avoir une quantité suffisante de nourriture. Et à ce moment-là, les forces sont revenues progressivement. Mais c'est surtout à ce moment-là qu'on a... déjà avant, on avait mis les compléments alimentaires en place. Ça, c'était important parce que ça lui apportait quand même de l'énergie. Et donc, à l'époque, c'était les crèmes, les petits yaourts. Et ça, il arrivait à les manger. Et pendant cette hospitalisation, même si l'alimentation, effectivement, par la bouche était plus facile par les adaptations, c'était quand même pas suffisant. Et compte tenu de vos difficultés, vous avez quand même été orienté vers la pose d'une gastrostomie, d'une GEP, ce qui n'a pas été simple, j'imagine. Ben, je me souviens que c'est vous qui nous avez grandement aidés à prendre la décision. Parce qu'en fait, quand le médecin nous l'a présenté, on s'orientait tous les deux vers la sonde composée par le nez et qui arrivait dans l'estomac. Parce que nous, bêtes comme on était, on s'est dit quelques séances de rééducation et il va pouvoir manger à nouveau. On avait espoir vraiment qu'il retrouve une déglutition à nouveau un peu normale. Et vous êtes intervenu en nous expliquant bien que ça ne serait pas aussi rapide que ce qu'on pensait. Ce qui est important en fait à ce moment-là de votre parcours, c'est d'avoir été accompagné par plusieurs professionnels de santé, l'ORL, l'orthophoniste, le médecin interniste, qui a pu coordonner les soins aussi, et d'avoir une vision un peu plus globale de la situation dans le contexte du cancer ORL et d'une dysphagie qui arrive sur le tard après les rayons. C'est pas le cas pour tout le monde, mais ça arrive. Et du coup, dans ce projet-là, on ne pouvait qu'imaginer que ça ne revienne pas tout de suite comme avant. Et voilà, donc il fallait effectivement prendre des mesures sur le long terme. Et ça vous a redonné des forces. Oui. Oui. Et ça me permet de vivre. Ben aujourd'hui, oui, à l'époque, on s'est dit, tiens, ça va durer 6 mois, et puis on lui enlèvera. On était vraiment dans le déni quand même de voir vers quoi on allait. Mais parallèlement à ça, vous continuez à manger par la bouche. Oui. Vous adaptiez l'alimentation. Oui. Je mangeais surtout des potages et des choses mixées, des aliments mixés. Ça me convenait, semble-t-il. On avait épaissi les liquides aussi, avec de la poudre. Mais c'était l'eau. Oui. Je pouvais boire encore à ce moment-là. Bon, jusqu'à un certain épaississement, puisque au-delà c'est trop épais. Et comment vous l'avez vécu cette période-là ? Ben, moi, je dirais que ça allait parce qu'il mangeait encore des choses qu'on adaptait au niveau de la nourriture. La brandade avec la purée, avec la salade, ça on l'a fait je ne sais combien de fois. On a fait les ravioles avec les sauces, on avait fait le pain de saumon vinaigrette, ça tu aimais bien aussi, avec la sauce tomate aux vraies tomates coupées en dés, ça faisait du jus. Donc on arrivait à mélanger, donc il avait quand même l'alimentation plaisir. Qui était toujours là, où il pouvait encore avaler. La viande blanche, mais pas cuite. Et oui. À cœur encore saignante, on peut dire. Parce que c'était plus souple. Puis la raclette, ça passait.
C'était rigolo, la raclette, elle passait. Vous pouvez manger. Oui, jusqu'au jour où plus rien n'est passé. Oui. Oui, enfin bon, on a adapté, et nos conversations ont aidé, puisque c'est le moment où il venait 2 fois par semaine. Donc là, vous avez été accompagné donc, en orthophonie 2 fois par semaine, effectivement, pendant ces années-là, ces 2 années. Parallèlement, vous aviez aussi un suivi kiné. Oui, pour les cervicales. Qui était complémentaire, qui est important. Oui, tout à fait. Et même à votre demande, il fallait qu'il me masse plus souvent, même que le cou, de haut, comme je l'indique là, de manière à m'aider à déglutir et à faire travailler la langue. Enfin, bon. C'est des professions qui se complètent sur la prise en charge de la dysphagie, effectivement, et elles vont de pair parce qu'on n'a pas les mêmes fonctions, mais on travaille sur le même organe. Donc, Et puis, donc vous faisiez de la rééducation, enfin on faisait de la rééducation ensemble, et puis ça a continué à se dégrader malgré ça. Oui, tout à fait. Ça me fait un souvenir, je sais que ça s'est dégradé, que finalement nous n'étions pas trop satisfaits de ce que je vous disais. Les exercices, parce qu'on voyait que malgré les visites régulières, ça ne s'améliorait pas. Et il fallait mixer de plus en plus, ajouter de la crème. Je ne savais plus comment mixer les aliments pour qu'il ait les protéines, puisqu'il avait une GEP par jour, donc il ne couvrait pas les calories de la journée. Il avait un complément, on était passé déjà au complément liquide, parce qu'il ne pouvait déjà plus avaler les crèmes. Et puis parallèlement, il y a eu aussi le kiné pour la respiration. Oui, c'était pour me permettre de mieux respirer plus profondément. Oui. Ouais. Parce qu'il s'essoufflait très vite. Ça n'a pas évolué. Et d'ailleurs, oui, il c'est s'essoufflait très toujours très vite. Mmh. Et à ce moment-là, moi, je venais des fois en consultation quand j'avais plus d'idées ou quand j'avais des questions à poser. Et ça, c'était important pour moi, qu'on ait ce rapport d'écoute et de solution. Parce qu'en fait, je venais chercher des solutions que vous m'avez trouvées. Donc, merci. Parce que c'était important dans notre parcours, en tout cas, d'adaptation. Parce qu'en fait, je pense que quand on arrive à un certain stade où il en était rendu, c'est vraiment une adaptation au quotidien de ce qui se passe, de comment on fait. Moi, j'étais toujours omnibulée par sa dose de calories. Je voulais qu'il ait ces calories pour ne pas perdre de poids, pour ne pas perdre en activité. Et puis même, c'est vrai que vous m'aviez appris aussi à faire le point de Heimlich, là. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose qui est rassurant de savoir le faire. Parce que quand il s'étouffe, on se dit on a la solution. C'est des petites choses qui aident quand même. Donc en effet, pour adapter l'alimentation au fur et à mesure de vos capacités, Jean-Luc, c'est finalement on teste, mais on teste avec vous. Il n'y a pas de grandes recommandations sur comment décider de qui mange quoi. Ça a été le fruit de longs échanges entre vous et moi, Jocelyne, oui. et tous les trois, et vous et moi, Jean-Luc, quelles étaient vos capacités. Alors c'est en fonction des essais, essais-erreurs, hein, on teste, ça va. Je prends votre feedback, je prends votre retour de vos sensations, et puis moi avec aussi mon analyse clinique. Et puis on a testé comme ça des petites choses en cabinet. On a eu la chance aussi d'avoir un accès à l'ORL oui. Quand on en a eu besoin. Oui. Alors on ne l'a pas fait de nombreuses fois, mais quand il y a eu des grands moments de dégradation, on a pu avoir l'avis plus objectif parce qu'une caméra dans la gorge, oui. En essayant aussi de l'alimentation à ce moment-là pour pouvoir avancer aussi, oui. Ou se mettre des limites. Donc ça nous a permis aussi d'éclairer, d'amener un éclairage sur les possibilités d'alimentation par la bouche. L'orthophoniste, en fait, elle vient apporter effectivement un regard un peu extérieur, un petit peu technique, sur la réalisation des repas, mais elle ne donne pas des recettes toutes prêtes, parce que c'est chacun fait à sa sauce, au sens propre, à son goût. Oui. Et donc, effectivement, l'objectif de l'accompagnement orthophonique là-dessus, sur le plan alimentaire, c'est vraiment guider sur des niveaux de texture qui sont possibles. Et ce n'est pas des aliments qui sont possibles, oui ou non. C'est plutôt le rendu, comment c'est en bouche, et comment c'est toléré par la personne, comment c'est dégluti.
Donc on a plutôt eu des échanges sur les termes, en termes de texture, de rendu, plutôt que des recettes particulières, parce que les recettes, c'est vous qui les ameniez. Hein, oui. Oui, mais quand même, vous m'aviez donné un site où j'avais pu trouver des idées pour mixer différemment et pour lui apporter un petit peu de goût. Et je ne connaissais pas les choses toutes prêtes qui pouvaient éventuellement exister dans le commerce, qui soient suffisamment protéinées, qui m'auraient aidé à ce moment-là à effectivement peut-être améliorer encore son apport calorique. Parce que quand même, depuis la première hospitalisation en 2024, il n'a fait que perdre du poids sur toutes les années, même si c'est... Voilà, alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à 2 compléments alimentaires par jour, en plus des 2 portions de GEP, pour que... Et là, il reprend enfin un peu. Du coup, durant cette période, vous avez maintenu une alimentation par la bouche et une alimentation par gastrostomie. Et donc, effectivement, c'est très important parce que le fait de pouvoir continuer à manger par la bouche, ça entretient les fonctions de déglutition. Avaler, c'est finalement comme la marche ou comme faire du vélo. Et il faut entretenir pour pouvoir continuer à ce que ça fonctionne. Donc, au plus on peut, au plus on continue. Donc, on a été dans un équilibre comme ça... le plus longtemps possible pour maintenir un plaisir aussi, une fonction mais aussi un plaisir. Et la bascule s'est faite petit à petit vers un peu moins de plaisir face au risque et à l'embêtement que c'était d'avaler. Donc là, il y a eu une bascule récemment où l'alimentation par la bouche est devenue trop compliquée. Ben, c'était le jour de Noël. Oui. Ben oui. Le jour de Noël, c'est vrai. Bon, déjà, quelques semaines auparavant, je toussais beaucoup pour expectorer, c'est ça. Et jusqu'au moment où ça n'allait plus du tout, parce que je ne plus manger. C'était un plat mixé, hein, c'est ça. Une viande complètement mixée. Oui. Ça me passait, mais plus du tout. C'était la Donc là, Jocelyne a vu dans quel état j'étais. On est rentré. Nous étions dans les Vosges. On est descendu rapidement à la maison pour appeler les urgences et être à nouveau hospitalisé. Pour infection respiratoire? Oui. Donc vous avez petit à petit stoppé complètement l'alimentation par la bouche. C'est sûr que la problématique de ces dysphagies qui survient après les rayons, tardivement, c'est ce côté évolutif des symptômes où on ne peut pas forcément espérer un retour en arrière. On n'a fait qu'avancer ensemble en freinant le plus possible et en essayant de maintenir une qualité de vie la plus optimale possible. C'est vrai. La preuve étant qu'à partir du moment où j'ai ces bébés, je me suis dit, ben voilà, c'est fini maintenant. On en est où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne peut plus avaler du tout. Et donc, il faut encore une fois s'adapter à ce qui est là aujourd'hui. Mais on se dit que c'était la bonne solution, de toute façon, compte tenu de ce qui se passe avec lui. Et qu'il n'y avait pas d'autre chemin. On a pris les chemins jusqu'au bout de ce qu'il fallait faire. Et c'est aujourd'hui le plus difficile de vivre avec quelqu'un qui a faim. Quand je fais quelque chose pour moi maintenant, il dit ça sent bon, j'ose plus faire. Il y a des moments où c'est compliqué. Hein. En fait, on culpabilise de manger à côté normalement parce que moi je suis déphasée maintenant dans mon alimentation parce que je sais plus, je mange n'importe comment, à n'importe quelle heure. Mais on se met à table ensemble quand même. Quand même. On a gardé le rituel de se mettre à table ensemble. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre posture d'aidant là, depuis toutes ces années? Oui, je crois que le couple est important dans la compréhension qu'on a l'un de l'autre et de la façon de voir les choses. Et je dirais que j'ai eu beaucoup de chance avec Jean-Luc parce qu'il se prend en main dès qu'il peut.
C'est pas quelqu'un qui va s'asseoir dans le canapé et qui va rien faire. Il aime bien aller faire son petit jardin dehors, bricoler, et au niveau de la GEP, il fait pareil. Il s'est pris en main, quand il m'a vu faire, il a dit ça, je peux le faire. Et donc il se met lui-même ses compléments alimentaires, il se met lui-même les GEP. Moi j'interviens quand l'appareil bug ou quand il y a les obstructions en aval ou en amont pour dégager, et après il fait tout seul. Et c'est vrai que pour moi c'est important qu'ils se prennent en main, parce qu'on a l'impression de le faire ensemble quand même, et qu'il prend sa part. Il prend sa part. Et vous, Jean-Luc, qu'est-ce que vous diriez de la posture des dents de Jocelyne depuis tout ce temps? Mais au départ, c'est indispensable. Et puis petit à petit, on prend certaines habitudes, surtout moi, comme Jocelyne vient de le dire. Donc c'est toujours un soutien, hein. Mais ça va, c'est bien. Enfin, moi je dis, je vais bien, si ce n'est que je suis coincé par l'alimentation obligatoire, qui prend du temps quand même. Et Jocelyne est là pour me rappeler que, au fait, l'infirmière est passée, quelle tension tu as, elle s'inquiète. Et je dirais même que c'est utile aussi pour les professionnels de santé qui vous accompagnent, d'avoir ce regard de l'aidant. Parce qu'il y a ce petit pas de côté, même si on est dans l'émotion, on ne peut pas être complètement objectif évidemment quand on est aidant, mais il y a quand même ce côté avec le regard qui est posé sur le patient, avec des informations à fournir aux professionnels qui permettent une meilleure prise en charge, mais aussi parfois et bien souvent une aide au diagnostic ou aux décisions thérapeutiques, parce que les informations rapportées sont précieuses. Et la collaboration qu'on a pu avoir aussi tout au long de la prise en charge, de pouvoir savoir qu'on peut s'appeler, on peut échanger, savoir à la maison. C'est quand même Jocelyne qui cuisinait aussi, donc c'est un maillon important dans la prise en charge. C'est vrai. Quel conseil vous donneriez aux patients ou aux aidants qui traverseraient le même parcours que vous? Moi, si quelqu'un me disait je fais des fausses routes, je dis consultez tout de suite un ou une orthophoniste, votre médecin évidemment, mais surtout un ou une orthophoniste dont c'est le métier. Et ne lâchez pas la rampe, comme on peut dire, de manière à ce qu'il y ait une chance qu'on puisse vous soigner efficacement. Et vous, Jocelyne? Ben oui, la même chose. Je confirme parfaitement ce qu'il dit, parce que c'est vraiment l'orthophonie qui est la chance. Je pense que si c'est pris à temps, ça peut vraiment aider sur la durée, si les gens font les exercices correctement, comme vous les préconisez. Et lui, il s'y était mis vraiment bien, il avait tout fait. Et... Oui, par contre, il y a aussi le Torino. Oui. J'ai oublié. Oui. Il faut savoir comment ça fonctionne et regarder surtout comment ça fonctionne. Oui, c'est ça. C'est un triptyque, comme vous le dites, entre médecin généraliste, ORL et orthophoniste. Oui. C'est-à-dire qu'en première intention, c'est le médecin traitant qui va pouvoir vous orienter, normalement, vers l'orthophoniste, faire une prescription médicale pour un bilan et un suivi si besoin. Et parfois, le médecin traitant envoie directement vers l'ORL, ou l'orthophoniste, au besoin, demandera un avis ORL et vous orientera. Effectivement, c'est un trinôme qui doit fonctionner ensemble dans ces contextes-là. Et le plus précocement possible, et comme on le disait, pas forcément à un rythme soutenu de séances très régulières à certaines périodes de vie, qui mériteraient peut-être juste une surveillance ou un accompagnement, et puis parfois des séances plus régulières, comme vous en avez eu, avec une auto-rééducation à la maison aussi. Oui. Et comme vous dites, il faut c'est en s'y tenant, en ne lâchant pas, et, quand c'est possible, avec bien sûr des moments, c'est plus difficile, mais... Et oui, parce que les séances que nous avions ensemble, c'était pour moi un soutien moral aussi. Et oui. Oui, oui. Autrement, je vous l'avais certainement dit plus d'une fois,
sans ce soutien-là, je ne sais pas si j'aurais pu le faire à la maison tout seul, d'une façon continue. Parce qu'on évite de dévier par d'autres événements. Mais notre rôle d'orthophoniste, c'est aussi d'être coach, en fait. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est aussi ça. Merci déjà d'avoir partagé votre histoire et merci pour ces échanges. Aujourd'hui, on a partagé votre histoire qui est singulière avec un contexte de cancer ORL, mais bien sûr qu'il y a autant de dysphagie qu'il y a de patients qui pourraient avoir des problèmes de déglutition avec des symptômes qui peuvent se ressembler. Donc il ne faut pas banaliser et comme vous le dites, vous auriez apprécié pouvoir consulter plus tôt, donc effectivement il ne faut pas traîner. S'il y a des épisodes de toux régulières, des épisodes d'obstruction, donc des fausses routes où vraiment on ne sait plus respirer, alors on avale tous de travers une fois de temps en temps, mais voilà, la régularité, s'il y a un impact sur la respiration, s'il y a des infections respiratoires, si on tousse en mangeant, en buvant, si on perd du poids, qu'on devient sélectif dans l'alimentation, si on fait le tri dans ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas, si on doit adapter ses textures alimentaires, il faut pouvoir en parler initialement à son médecin traitant, qui va être le référent pour pouvoir orienter. Il ne faut pas lâcher, parce qu'effectivement, on entend souvent bah oui, on l'a dit, mais ça n'a pas forcément été entendu, on sait que c'est pas facile, donc il ne faut pas lâcher, il faut le dire et le redire. Il ne faut pas hésiter à passer un coup de fil à une orthophoniste du coup, pour prendre avis sur la situation. Donc consulter tôt pour être prise en charge le plus tôt possible et être accompagnée dans cette situation. Et la dysphagie, bon là on le voit aujourd'hui dans votre situation, mais ce n'est pas que un trouble de la personne âgée. Ça peut arriver dans plein de situations, que ce soit de l'oncologie, de la neurologie, certaines maladies auto-immunes. Ça peut arriver à l'âge adulte comme plus tard, donc il faut pas banaliser et consulter et en parler. Donc merci à tous d'avoir suivi cette diffusion du webinaire. Nous allons passer à la séquence questions-réponses. Donc nous sommes en présence de Jean-Luc, Jocelyne et Anissa qui vont répondre aux questions que vous avez posées dans le chat. Donc on commence avec la première question. Une question peut-être plus pour vous, Jean-Luc et Jocelyne. Est-ce que vous avez été suivis par une diététicienne nutritionniste lors de votre prise en charge? Laquelle, la première? La première prise en charge, oui. Non, jamais. Et est-ce que par la suite, vous avez été aiguillé vers une diététicienne? Non, absolument pas. C'est qu'il y a 2 ans, quand on a rencontré Anissa, qu'on a eu ce premier contact diététicien et orthophoniste, ça s'est fait là. Une deuxième question qui a été posée. Est-ce que vous auriez des sites utiles pour les patients? Justement, vous aviez évoqué des sites de recettes qui vous avaient été communiqués pour réaliser vos repas en texture adaptée. Est-ce que vous auriez des sites spécifiques à conseiller? C'est Anissa qui peut répondre, c'est elle qui les avait trouvés. Alors là, j'en ai ressorti. Il y a le site Un déjeuner de soleil. Alors, vous tapez recettes mixées, troubles de la déglutition, il y a quand même certaines ressources. Donc, il y a Un déjeuner de soleil. Et puis, vous avez un livret de recettes, ça s'appelle Mix Age, donc M-I-X, et puis plus loin Age. Et donc, c'est un livre de recettes qui a été édité par un clan, donc un comité de liaison alimentation nutrition, qui est aussi un petit livret, pareil, c'est disponible sur Internet. Voilà pour les premières. Après, vraiment, sur Internet, c'est gorgé de petits livrets supports. Parfait, merci. On a une question de Marie qui nous demande: est-ce que la dysphagie a été tardive du fait de son retard de diagnostic?
Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question. La dysphagie, elle est pas liée au diagnostic ni au retard du diagnostic. La dysphagie, elle est là en séquelle du cancer et du traitement du cancer aussi, hein. Il y a les séquelles qui sont initiales finalement du fait du cancer et donc de la problématique finalement médicale, mais après il y a la dysphagie qui est liée au traitement. Donc ça, c'est la toxicité, ce qu'on appelle toxicité tardive, qui vient plus tard, liée à la fibrose des tissus, aux neuropathies éventuellement des nerfs crâniens. Donc elle n'est pas du fait du retard de prise en charge, elle est inhérente au contexte médical. Ok. Peut-être on aurait pu améliorer en ayant peut-être un travail de kiné en amont. C'est ça. On aurait pu, comme on le disait dans le petit reportage, c'est qu'on aurait pu effectivement envisager un suivi fonctionnel plus tôt, mais ça n'aurait pas, ça aurait freiné, ça aurait accompagné, ça aurait probablement limité l'impact fonctionnel à ce jour, mais ça n'aurait pas empêché la dysphagie de survenir. C'est une séquelle liée au traitement. Est-elle donc incontournable, cette dysphagie ? Alors, dans un premier temps, sur les séquelles immédiates, il y a énormément de patients, entre, je dirais, 50% et 75%, qui ont des séquelles de type dysphagie après un cancer ORL. Après, sur une dysphagie tardive comme ça, donc là, c'est au-delà des séquelles initiales, c'est finalement plutôt un phénomène évolutif lié au traitement, comme je le disais. Et donc là, en l'occurrence, on est plutôt sur de l'ordre d'une quarantaine de pourcents. Et c'est vrai qu'aussi tardif, c'est plutôt rare. Après, entre 5 à 10 ans, on a encore des personnes qui présentent des nouvelles manifestations et qui ne sont pas liées aux problématiques initiales, qui sont vraiment, qui viennent avec l'évolution des troubles par rapport au traitement. Donc, la question, c'est pas si inévitable, c'est ça ? Oui. Non, parce que parfois, il n'y a pas de toxicité tardive, mais il y a toujours un impact, que ce soit sur la sécheresse buccale, par exemple. Les rayons induisent une sécheresse buccale plus ou moins forte, plus ou moins sévère. On a une autre question de Clara qui nous demande quel examen clinique permet de confirmer la présence d'une dysphagie ? L'examen clinique de l'orthophoniste. Donc, c'est un bilan clinique avec un bilan moteur, un bilan de la déglutition avec des essais alimentaires. On vérifie les capacités de propulsion, d'expulsion, de protection. Donc ça, c'est un bilan orthophonique. Les kinés sont aussi habilités à réaliser ce bilan, si tant est qu'ils soient formés et voilà, que ce soit leur cœur de métier, hein, parce qu'il y a aussi ça. Toutes les orthophonistes ne font pas ce type de prise en charge. Donc le bilan clinique, il est là. Après, il y a le bilan objectif qui est plutôt de l'ordre de l'ORL. On a une question d'Armel qui nous demande s'il existe un réseau justement de rééducateurs spécialisés dans la déglutition, justement parce que certains patients ont du mal à trouver des praticiens libéraux. Un réseau officiel, non. Après, à l'ère des réseaux, on a quand même la possibilité d'orienter et de trouver des praticiens qui sont plus ou moins formés, compétents dans certains domaines. La déglutition en soi, c'est quand même assez large aussi. Donc, il y a des personnes qui ne font pas tout type de prise en charge malgré les dysphagies, malgré de prendre en charge la dysphagie. Donc, non, pas de réseau officiel. Un réseau secondaire. Une autre question d'Armel qui nous demande d'expliciter les mécanismes qui ont engendré ces dysphagies tardives. Je l'ai cité, hein, donc il y a vraiment d'abord les troubles de la propulsion qui sont inhérents finalement au cancer, mais aussi aux rayons. Donc des difficultés de propulsion pharyngée, c'est vraiment le fait d'envoyer les aliments vers le bas, tout simplement. Il y a, là en l'occurrence sur la dysphagie tardive, il y a surtout la fibrose cervicale, hein, et ce dont se plaignait Jean-Luc, hein, de cette rigidité et d'être limité dans la mobilité. La gorge doit bouger, le larynx il doit bouger pour pouvoir avaler, et donc effectivement si par fibrose cervicale les tissus se raidissent, se cartonnent, le larynx ne peut plus bouger comme
comme il devrait, et du coup, ça vient compliquer davantage la déglutition, et puis après, possiblement, les neuropathies aussi. Et puis la bouche sèche, je le rajoute, mais il y a aussi la sécheresse buccale qui vient aussi compliquer la déglutition, et qui est une séquelle fréquente. Et justement, est-ce qu'il existe un traitement efficace contre la sécheresse buccale? On a beaucoup cherché. Il y a des petites choses qui sont proposées comme des sprays buccaux, mais c'est un petit peu gras et en fait, ça l'écœurait au niveau du goût gras. Après, il y a les petits bâtonnets à passer dans la bouche, là, goût citron, mais c'est pareil, c'en est très vite lassé. Parce qu'en fait, il faut avoir une hygiène buccale après un peu plus prononcée, parce que ça stagne dans la bouche et c'est pas facile. C'est très difficile la prise en charge de la sécheresse buccale. Il n'y a pas une solution, il y a effectivement de nouveau des essais de petites techniques, mais qui sont palliatives et qui ne durent pas longtemps. Les effets ne durent pas longtemps, c'est sur le moment. Donc c'est souvent peu apprécié parce que ça ne répond pas vraiment à la problématique finalement. Donc non, il n'y a pas... Oui, à un moment donné, ce qui l'aidait bien, c'était de prendre des chewing-gums, mâcher des chewing-gums, et puis, mais il pouvait encore avaler la salive à ce moment-là. Et maintenant qu'il peut plus, c'est pas bon parce que ça lui fait trop de salive et ça règle plus le problème. En fait, à chaque étape, il y a des ajustements à faire, qu'on a fait d'ailleurs avec l'eau épaissie, puisque au départ, l'eau passait bien et après, l'eau allait directement dans les poumons. Et donc, il fallait à chaque stade s'adapter. Hein, c'est ça. Oui. Et justement, Jean-Luc, aujourd'hui, est-ce que vous faites encore des fausses routes avec votre salive? Est-ce que j'en fais toujours? Mais je ne me nourris pas et je ne bois pas. Mais avec ta salive? Donc, la question, c'est avec la salive. Oui. Oui. Donc, j'essaie d'avaler ma salive, que j'ai très souvent très productive et épaisse. Mais ça ne passe pas. Je suis obligé de cracher régulièrement. D'accord. Et enfin, une question de Clara également. Quel type de nourriture est utilisé pour la GEP? C'est des... J'ai oublié le nom. Ce sont des comment ça s'appelle? Des poches d'alimentation entérale. Qu'on branche sur un appareil qui diffuse lentement. Enfin là, on en est à 2 heures pour une poche. Donc, ça fait 2 fois 2 heures dans la journée et qui passe à une allure qu'on arrive à régler nous-mêmes et qui contient les protéines et tout ce qui lui... tout ce dont... Et vous rajoutez aussi, si je me trompe pas... compléments alimentaires. Oui, parce qu'il a une grande stature et il perdait encore du poids. Donc, pour éviter qu'il en perde trop, on parle avec les infirmières, les médecins, et voilà, donc on rajoute des compléments alimentaires. Et la nutritionniste. Et la nutritionniste, oui. Donc justement, vous êtes suivi actuellement par une nutritionniste qui vous conseille des apports caloriques, protéiques? Oui. En fait, c'est la société qui nous livre à la maison tous les produits, puisque une fois par mois, ils viennent, ils nous livrent les cartons de nourriture, on va dire, de protéines, de compléments. Et c'est eux qui ont un suivi avec nous régulier, qui nous appellent, qui nous demandent si le poids est bon, etc. Et on a un suivi avec une infirmière tous les 15 jours. On vient vérifier si le ballonnet est bien entretenu, enfin, si tout est propre, si tout fonctionne bien. D'accord. On a une autre question sur la prise en charge. Est-ce qu'elle est nécessaire dès le début de la dysphagie? Donc, la personne a un patient qui vient de finir ses séances de radiothérapie. Depuis plusieurs semaines, il a une dysphagie totale, donc il est en situation de cancer ORL. Est-ce que la prise en charge avec un orthophoniste est nécessaire dès à présent? À mon sens, oui. Pardon, Jocelyne, vous vouliez... Allez-y, Anissa, d'abord, vous. Oui, elle est nécessaire. Alors, parfois, elle n'est pas possible sur le plan rééducatif.
immédiatement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des exercices sur la douleur, sur les brûlures, sur un problème salivaire, etc., ou un état général qui ne permet pas de démarrer une rééducation à proprement parler, mais ça n'empêche d'accompagner le patient sur justement l'évolution de ces symptômes-là, une surveillance, comme on disait dans l'interview, une surveillance fonctionnelle. Et dès que ce sera possible, avec le go aussi du radiothérapeute, avec le feu vert des médecins, de démarrer la rééducation quand la personne en est capable, et puis d'avancer comme ça. Mais c'est aussi surveiller, alors on ne se substitue pas à une diététicienne, bien évidemment, ou un diététicien, mais c'est aussi surveiller les capacités à s'alimenter et du coup surveiller le poids, voilà, et finalement faire le lien avec le médecin, avec le diététicien et pouvoir accompagner le patient en démarrage. Ouais. Oui, moi j'ajouterais que justement c'est le diététicien tout de suite qui va mettre en place là les compléments alimentaires pour éviter qu'ils perdent du poids. Parce qu'à la suite d'une radiothérapie, si en plus ce monsieur ou cette dame n'a pas vu quelqu'un qui coupe le feu, il a la gorge complètement brûlée et c'est très difficile. Donc je me souviens que le médecin nous avait dit prenez un aspégique, c'est-à-dire de l'aspirine, et vous la laissez un petit peu dans la bouche en faisant comme un gargarisme pour un petit peu anesthésier pour qu'il puisse après avaler la soupe. Ça, c'est ce que nous avait dit le médecin à l'époque. Et c'est vrai qu'il avait pu manger quelques cuillères à la suite de ça. Mais c'est le seul petit truc qu'on m'avait donné à l'époque. Et c'est vraiment la bareuse de feu qui a permis qu'il puisse s'alimenter avec des potages au début. Et puis après, de nouveau, c'est allé mieux. Il faut encourager les gens à continuer parce qu'après, ça revient. Ça ne reste pas comme ça au début. Très bien. Eh bien, nous arrivons à terme des questions. Donc, merci encore à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour vos questions. Vous allez recevoir dans les prochaines heures un lien pour pouvoir regarder à nouveau la diffusion en replay de cette séquence. Et je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous.